Veuillez vous asseoir. Bon. Bonjour. Donc, bonjour, monsieur le juge. Avant que vous commenciez, Oui, parce que je vais simplement voir avec vous, parce que dans le fond, ce matin, Maître Lepage et Maître Hassel m'ont plaidé les 4 critères oui, de l'injonction interlocutoire qui lui a été mis provisoirement. oui, Et j'ai compris que votre intervention, vous, ça va être de répondre à ces 4 critères-là. tout à fait. Tout à fait. Mais d'un autre côté, Maître French, mais d'un autre côté, Maître Bertrand, ce matin, vous avez fait une intervention où vous m'avez dit essentiellement la partie de m'adresse n'a pas parlé de droit autochtone. Oui. Et le rapport que les Autochtones ont avec le territoire n'est pas le même que le rapport qu'on peut avoir, nous. Que la rivière conduit à des lieux de culte, de cérémonie et de guérison. Mhm. Donc, la rivière est un chemin pour les Autochtones. Exact. Tout à fait. Tout à fait, un chemin. Et qu'on n'a pas tenu compte de les articles 35 de la loi constitutionnelle, 109, qui nous amène, qui a amené la jurisprudence à développer les concepts de conciliation, de réconciliation. Et vous me dites, faut comprendre la perspective, lorsqu'on regarde l'application de la loi, lorsqu'on demande l'application de la loi, il faut aussi essayer de comprendre la perspective autochtone, qui peut varier dépendamment des communautés autochtones. Exact. Mais indépendamment des communautés, vous dites qu'il y a une perspective autochtone qu'on devrait tenter de considérer. Et vous dites qu'il faut avoir une certaine créativité juridique lorsqu'on est saisi d'une perspective autochtone. Ça, c'est même souligné en rouge. OK. Créativité juridique. Lorsqu'on est saisi d'un dossier en droit autochtone. D'un dossier en droit autochtone, oui, d'un dossier en droit autochtone. Bon. Puis, vous me dites, vous terminez un petit peu sur les critères en disant, il n'y a pas d'urgence, ça fait 125 ans que ça marche comme ça. Ça en quelques années, là, depuis... 150. Un siècle et demi. Bon, puis là, vous abordiez un petit peu les critères. Ça m'a amené à me poser une question. Ça m'a amené à me poser une question, puis je vais vous demander d'y réfléchir, de même que Maître Hassel et Maître Lepage durant votre plaidoirie, parce que là, on me plaide un dossier, vous allez me plaider, c'est pour ça que je sais que vous allez me le plaider en droit civil. Non, je vais vous faire le pont Okay. entre le droit autochtone et le droit civil, OK. mais jamais je n'affirmerai vous plaider les critères en droit civil pur. Vraiment, je vais faire le pont entre les deux. Bon. Puis là-dessus, c'est tout ça où je vous ai dit ce matin au tout début, là, hein? C'est une affaire qui ne se plaide pas en 1 heure, ça. On s'entend, là. C'est un dossier qui va peut-être prendre en cours 3-4 jours, là, pour bien... bon. C'est pas une affaire d'1 heure pour savoir si on émet ou non une injonction. Vous allez trouver ça drôle, moi, ça m'a amené une réflexion ce midi. Je ne connais pas la rivière Moisy. Je ne sais pas si c'est une rivière qui est large. Si c'est une rivière étroite. Mais peut-être que vous ne le savez pas. Est-ce que les fosses à saumon font toute la largeur de la rivière Moisy? Non. Non. Donc, les fosses à saumon, c'est comme bien des fosses à saumon que l'on retrouve dans bien des rivières. C'est une partie de la rivière où il y a une fosse à saumon. Et il arrive qu'il y a des pêcheurs qui sont sur le bord de la fosse, là, puis ils pêchent. Puis il y a d'autres pêcheurs qui passent en dehors, puis qui vont rejoindre d'autres fosses à saumon. Tout ça se fait dans le respect appelons ça, dans le respect du saumon. Oui, oui. Dans le respect du saumon, dans le but de favoriser une pêche. Puis d'autres gens, juste pour ajouter à votre exemple, d'autres personnes
peuvent tout simplement circuler pour se rendre ailleurs. C'est pour ça que je vous demandais si les fosses à saumon faisaient la largeur, mais si les fosses ne font pas la largeur, ça veut dire que je peux être sur le bord d'une fosse, je peux être sur la rive, si la fosse est près de la rive. Alors, c'est pas ça. Non, je sais qu'on peut pêcher sur le bord de la rive et je sais qu'on peut pêcher en chaloupe. Ouais. Puis je sais qu'on peut pêcher, ça c'est le fun, avec les habits là, au cou. Okay. Par contre, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas d'accès terrestre. Hein? OK, il n'y a pas d'accès terrestre. OK, non. Donc l'accès est en chaloupe. Ou en hélicoptère pour arriver sur... En hélicoptère, bon. Mais maintenant, par contre, pour circuler sur la rivière, c'est ça que j'essayais de savoir, on peut quand même circuler sur la rivière malgré qu'il y ait des fosses à saumon, tout en respectant l'activité de la pêche. Dans la vie, oui. Avec la demande qui vous est faite par l'injonction, on ne pourrait même plus ça. Parce qu'on ne peut plus accéder. Ça, je voulais que ça soit clair. Ouais. Bon. Tout comme, là, à ce moment-là, il y a deux choses qui vous préoccupent. Il y a deux choses. Il y a l'accès à la... me semble guillemets, l'accès à la propriété comme telle, à entrer dans le camp de pêche, puis disons que ça, pour l'instant, là, on verra, là. Mais ce qui me semblait préoccuper vos clients, c'était l'accès à la rivière pour pouvoir circuler sur la rivière. Circuler, pêcher et naviguer. Naviguer et pêcher. Mais on s'entend-tu que s'il y a déjà 2 ou 4 pêcheurs sur une fosse à saumon, on n'arrive pas, puis on commence pas... Non, ce qui a été fait depuis des années, c'est quand un Inuit arrivait, par exemple, qu'il y avait déjà des pêcheurs américains dans une fosse, ben là, il allait ailleurs. Mais j'y reviendrai dans les affidavits, on vous expliquera qu'effectivement, quand on constate la présence de quelqu'un dans une fosse, normalement, on va aller ailleurs. Quand les pêcheurs reviennent, puis ils montent un gros saumon, ben, à l'époque, on avait le droit de les garder, ben, tout le monde rit, tout le monde est content, puis c'est tout ça. Hein? Mais juste... c'est ça que je voulais savoir avec vous, là. C'est ça que je voulais bien comprendre, parce que là, on demande une injonction globale. L'accès au terrain, l'accès au bâtiment, l'accès à la rivière. Puis vous me dites, nous, là, on veut préserver certaines choses, c'est le fait de circuler sur la rivière. Mais pas juste circuler sur la rivière, parce qu'il y a quand même une portion portage qui est bien supportée par nos affidavits, et ça, je découvrirai factuellement, mais c'est ce qui fait en sorte qu'on doit quand même avoir un accès, pas juste à la rivière. Oui. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir se décider éventuellement. Moi, ce que je regarde, c'est que s'il y a possibilité d'une cohabitation harmonieuse comme elle a existé depuis 150 ans, s'il y a le temps qu'on regarde les choses au fond, le temps qu'on dispose des choses au fond. Je comprends, mais... Actuellement, ce qui est demandé, ce qui me semble être demandé, c'est l'accès comme tel au bâtiment, l'accès au terrain dont les titres de propriété donnent la propriété. Et Maître Hassel ajoute à ça, oui, mais on est aussi propriétaire du lit de la rivière. Donc, si on est propriétaire du lit de la rivière, ils ne peuvent pas passer. Bon, ça fait que c'est ça que j'essaie de voir avec vous. Là. Si vous avez vécu 150 ans ensemble. Ouais, vous donnera plus d'explications dans les affidavits, tout ça. Je voulais juste, avant qu'elle commence, revenir sur votre dernière question. Je voulais être sûr de ne pas avoir été mal compris par vous. Je ne dis pas, quand je dis la préséance des droits autochtones, non. Je ne dis pas qu'il faut exclure, évacuer totalement le droit civil. Non, non. Mais on doit adapter notre interprétation du droit civil en fonction du fait que ce sont des droits constitutionnalisés, droits ancestraux, etc. Et c'est, en fait, je vous invite vraiment à lire, il n'est pas long. Voyez-vous, il y a 69 paragraphes, je pense, la décision de la Cour suprême. Généralement, c'est beaucoup plus long, mais chaque paragraphe a son importance. Ouais, et vous allez voir, c'est ce qu'ils disent. Interpréter. C'est laquelle, ça? C'est la chaloupe à l'onglet 5. L'onglet 5. Puis j'ai précisé le paragraphe là, dans le cas de ma plaidoirie. Vous allez commencer bientôt. Là. Oui, c'est ça. C'est juste que j'ai l'impression que Bertrand... Mais autrement dit, au même titre que vous me dites, ne traitez pas du droit civil strictement. Exact. Vous me dites, comprenez-moi bien, je ne vous demande pas de traiter uniquement du droit autochtone. Exact. Mais je vous dis qu'on doit avoir une approche de conciliation des deux droits dans le respect et dans l'harmonie. Exact.
C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement le but de mon intervention. Okay. Et je voulais revenir juste pour être sûr qu'on se comprenne. Je comprends très bien. Mais à ce moment-là, comme c'est vraiment frais à votre mémoire, je vais vous donner les références un peu peut-être jurisprudentielles sur ce que Maître Bertrand vient de vous dire. Donc, c'est une question d'adapter le droit civil, donc d'interpréter vraiment le Code civil, donc les critères de l'injonction à la lumière du droit autochtone. Puis ça, vous avez notre onglet 5, la décision de Terre-Neuve-Labrador. C'est l'exercice qu'ils ont fait d'adapter le droit privé international. Puis c'est au paragraphe 17 que la Cour a bien identifié que le Code civil, à partir du moment où l'article 35 rentrait en jeu, devait être adapté à cette perspective autochtone. Donc, c'est vraiment le paragraphe 17 de notre onglet 5. Et ce qu'on vous soumet aujourd'hui, c'est que, bien évidemment, même à un stade provisoire comme celui-ci, l'article 35 rentre en jeu. Quand est-ce que l'article 35 rentre en jeu? En fait, la Cour suprême s'est déjà posé la question et c'est lorsqu'on peut y voir un potentiel droit ancestral, un potentiel titre ou droit ancestral. L'article 35 rentre vraiment en jeu et à ce moment-là, justement, on doit considérer ces droits ancestraux-là. C'est ce qui a notamment mené à l'obligation de consultation qu'on connaît bien par l'arrêt AIDA. Puis ça, vous avez à l'arrêt Rio Tinto, l'onglet 20, les paragraphes 31 et suivants concernant la mise en œuvre, justement, de l'article 35 dès cette existence potentielle. Puis, comme Maître Bertrand vous l'a dit tout à l'heure, je pense qu'avec, justement, l'ampleur des procédures judiciaires et les revendications des défendeurs qui sont devant vous aujourd'hui, l'existence potentielle du droit ne peut pas être niée. La cause Churchill Falls, qu'on a produit à notre onglet 1 de notre cahier d'autorité, justement, la Cour indiquait qu'on devait tenir compte de toutes les procédures judiciaires qui avaient été déposées et tout ça pour, justement, analyser les droits potentiels. Donc, c'est notre onglet 1 du cahier d'autorité. Puis, juste à titre illustratif, nous avons produit aussi à notre onglet 16 la décision Kanatewat, qui est vraiment dans le contexte d'une injonction où la Cour a tenu compte des droits ancestraux en indiquant que, bien évidemment, au stade de l'injonction, on ne pouvait pas nécessairement toujours déterminer la nature et l'exercice complet des droits ancestraux qui sont présents devant vous, mais tout de même, on doit en tenir compte dès qu'il y a cette existence potentielle-là qui existe. Donc, vous avez ça, par exemple, à la page 208 de notre onglet 16. Donc, ça, c'était vraiment juste pour vous donner les références jurisprudentielles sur ce que Maître Bertrand vous a dit plus tôt. OK. Également, puis je ne souhaite vraiment pas prendre par surprise la partie adverse. Honnêtement, on a fait un travail laborieux en fin de semaine pour identifier la trêve, tout ça. Puis ce midi, à la toute fin du dîner, on a eu une information qu'on a pu valider. Puis je pense que c'est une information qui doit être mise en preuve devant vous, puisque ça concerne abondamment la preuve déposée en demande. Monsieur Guillaume Pinette, qui est cité et pour lequel il y a même des déclarations et même des captures d'écran de son Facebook et tout ça. Ce n'est pas un membre de la communauté de Uashat-Maluthénam. C'est un membre de la communauté de Matimecoche. Et on a vérifié à la liste électorale. Le chef peut en témoigner sous serment devant vous aujourd'hui pour le mettre en preuve si c'est contesté. Mais ça nous semblait crucial que vous ayez cette information-là comme une preuve abondante portée sur les prétendus agissements de cet individu. On a affirmé qu'il était membre de la communauté, mais sans s'appuyer sur rien. Puis quand on va voir même la publication qui est produite, où il semble être rentré dans un logement, ça dit « J'irai bien porter votre drapeau » parce que ce n'est pas son drapeau à lui, c'est le drapeau d'Itum parce que ce n'est pas sa communauté. Donc, si besoin est et si c'est un fait qui est contesté, bien évidemment, on peut déposer la liste électorale ou même faire témoigner le chef avec qui j'ai validé ce midi. Mais vraiment, c'est important de comprendre que ce n'est pas un membre de la communauté de Uashat-Maluthénam.
peut-être que mon confrère, là, ma consort pourront prendre le temps de regarder cet aspect, mais dans l'optique de la recherche de la vérité, ça me semblait crucial que vous ayez quand même. Pourrait être fait pour ne pas perdre de temps avec ça. C'est peut-être, tu l'as sur courriel, la liste électorale? Oui, nous avons la liste On pourrait électorale. l'envoyer à Maître Hassel puis Maître Lapage. Puis il y a à peu près 2000 électeurs là, indûment inscrits. Là, si on enlève les enfants et tout ça. Là, bon. Alors, puis on va voir qui n'est pas là. Mais je ne sais pas si je peux aller aussi loin dans ces détails. Là. Parce que si vous deviez retenir, bon, M. Pinette, etc., mais il n'est pas membre de la communauté. Là, alors... Et qu'en fait, puis je pourrais y revenir, mais beaucoup de rapports Garda qui ont été déposés pour soutenir la preuve en demande concernaient cet individu-là et les seules allégations qu'on aurait de vol dans le dossier concernent M. Pinette. Donc, Guillaume Pinette. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est quand même important parce que au niveau de l'existence potentielle du préjudice et tout ça, c'est sûr que ça joue. M. Pinette fait pour partie de la communauté défendresse. Pas du tout. Il est de Mathieu-Mécoche. L'information, mettre la page de l'information, on va voir ce qu'ils vous disent tantôt. Parfait. Donc, maintenant, je commence ma plaidoirie principale, M. le juge. Oui, je suis très contente. Oui, je suis contente de vous en parler parce que ça me semble être un dossier plus qu'important devant vous aujourd'hui. Il y a des dossiers qui nous tiennent à cœur plus que d'autres et c'en est un certainement pour moi. Qu'on vous demande comme injonction aujourd'hui, quand on vous dit de tenir compte de la perspective autochtone, c'est d'émettre une injonction contre 5000 personnes. C'est 5000 membres d'une communauté qui contient bien évidemment des aînés, des femmes et des enfants qui n'ont absolument rien à voir avec une privation de liberté aussi grande que ce qui est demandé dans les conclusions. Bien évidemment, juste pour que ça soit bien clair, quand on vous dit aujourd'hui de prendre compte de la perspective autochtone, on met de l'avant principalement deux aspects très importants. On vous soumet qu'au stade prima facie, on a réussi à vous démontrer non seulement l'existence d'un titre ancestral, mais également un droit de pêche. Ce sont deux droits qui sont indépendants l'un de l'autre, qui sont distincts l'un de l'autre. Je vous amène à mon plan d'argumentation. Je vais quand même faire quelques références pour vous. Au niveau des faits, donc, je n'y reviendrai pas tout en détail parce que ça serait très long de le faire. Mais au niveau de l'occupation générale pour supporter prima facie l'existence du titre ancestral, vous avez vraiment la première section à partir du paragraphe 22 et suivant qui étaye vraiment une occupation historique de la part des défendeurs sur leur territoire ancestral qu'ils nomment le Nitassinan. Il y a bien évidemment la reconnaissance judiciaire dont Maître Bertrand a parlé. À D2, vous avez également une carte qui vient définir ce territoire. Vous avez plus particulièrement au niveau de l'occupation historique la déclaration sous serment de Mme Gloria Volant qui a été déposée, ainsi que celle du chef où on étaye cette occupation historique. Et vous avez deux rapports dans le dossier qui me semblent tout autant importants, le rapport Castonguay, D5, et le rapport de l'anthropologue Sylvie Vincent. Donc, bien évidemment, on n'est pas en matière de faire une preuve d'expertise détaillée, mais prima facie, c'est cette étude-là démontre l'occupation historique quand même des Inuits sur leur territoire. Ce qui est vraiment important de comprendre aussi, c'est que quand on parle du Nitassinan, le Nitassinan inclut bien évidemment la Nitachipu, donc la rivière. Ça, c'est plus amplement détaillé par D10 et D11 au dossier, donc uniquement pour bien vous situer. Aussi, parce que depuis ce matin, on parle beaucoup de la pêche, mais je veux revenir un peu plus à partir des paragraphes 31 et suivants de mon plan d'argumentation, le lien que les défendeurs ont avec leur Nitachipu. C'est de la pêche, mais c'est également de l'occupation. Il y a des tentes, il y a des chalets. C'est une utilisation tout au long de l'année. Vous avez ça au paragraphe 33.
Donc, en plus des activités de pêche, les membres occupent le territoire en motoneige pour s'y déplacer l'hiver, en bateau du printemps à l'automne. On y pratique la chasse, comme la chasse aux lièvres, la pêche, le trapage. Puis, il y a des résidents dans leur campement également à Chipit, au bord de la rivière Mississippi. Vous avez ça, tout déclaré, tout appuyé par la déclaration sous serment de Mme Gloria Volland. Quand on se demande c'est quoi la valeur réelle de la Mississippi pour les défendeurs, c'est une question de valeur. C'est une question de transmission de savoir, la mise en œuvre de leur mode de gestion, Monsieur le juge, et de protection également de l'environnement. C'est une manière de transmettre aux générations, génération après génération, l'importance de l'environnement, comment s'en occuper, comment cet environnement-là nous aide, nous définit tout simplement. Vous avez ça au paragraphe 34 et suivant, étayé par les déclarations sous serment, bien évidemment, au dossier. Et pour vous montrer l'importance que ça a, parce que du côté de la demanderesse, là, on a tenté de faire un grand état du fait qu'on essayait de briser l'environnement aussi, les fosses à saumon et tout ça. Pour les défendeurs, c'est essentiel pour eux, la pêche. Ils ont eux-mêmes adopté le code de pêche qui se trouve à la pièce D4. Ils ont également fait un projet d'aire protégé avec le ministère de l'Environnement pour s'en assurer. Puis, je porte à votre attention que vous avez au dossier la déclaration sous serment de M. André Michel. André Michel qui est bien évidemment là, très impliqué au niveau de la Mississippi, qui est lui-même biologiste de profession. Il vous explique justement l'adoption de ce code de pêche et comment les défendeurs ont à cœur la protection de leur environnement. Donc, Maître Bertrand là, a vraiment, en long et en large, couvert justement là, tout ce qui s'applique droit autochtone, mais juste une dernière précision qui ne me semble pas nécessairement avoir été portée à votre attention, c'est que les droits ancestraux s'étalent le long d'un spectre, bien évidemment. Puis, ce n'est pas parce que, par exemple, vous viendrez à la conclusion que prima facie, on n'établit pas la preuve de notre titre ancestral aujourd'hui, qu'on ne serait pas en mesure, prima facie, de faire la preuve de notre droit de pêche. Il y a au dossier 2 droits très importants, le titre ancestral et le droit de pêche, qui sont indépendants l'un de l'autre. Puis, au niveau des critères du droit de pêche, je ne reviendrai pas là, le droit ancestral de pêche en détail avec vous, mais pour votre information, si vous vous questionnez à savoir si on répond à ces critères-là, je vous réfère quand même à l'arrêt côté de la Cour suprême qui est à notre onglet 14. Mais quand vous me plaidez ça, là, le droit de pêche, là, oui. Je suis au niveau là d'une. Je ne suis pas au niveau de l'ensemble du dossier. Mais êtes-vous en train de me dire, je vous donne un exemple, êtes-vous en train de me dire que si la pourvoirie a des clients qui sont en train de pêcher, mettons qu'il y a 2 clients qui sont en train de pêcher sur une fosse à saumon et que la fosse est de la grandeur telle qu'elle peut recevoir 2 clients. On ne voit pas 10 sur une fosse à saumon qui est petite. Bon, on peut aller peut-être 4, 6 sur des grandes fosses, mais êtes-vous en train de me dire que vos clients pourraient arriver puis dire, ben nous avons un droit de pêche qui est un droit ancestral, partez d'ici, on s'installe puis on pêche. C'est ça, êtes-vous en train de me dire ça? Bien, légalement, la réponse, c'est oui. Est-ce que factuellement, c'est ce qu'ils font? C'est non. Mais légalement, je vous explique pourquoi c'est important d'en tenir compte au niveau de l'apparence du droit et également de la balance des préjudices. Comme Maître Bertrand vous l'a dit tout à l'heure, tout titre qui pourrait être invoqué en droit civil et grever les droits ancestraux. Donc, quand on met l'importance sur le titre ancestral et le droit de pêche, c'est que le droit de pêche grève le titre que pourrait prétendre avoir la demanderesse. Donc, quand on parle d'un droit exclusif de pêche au niveau de l'apparence de droit, ce qu'on vient de vous dire, c'est constitutionnellement parlant,
cette affirmation-là est totalement fausse. Il n'y a pas de droit exclusif de pêche. C'est impossible lorsqu'on tient compte de l'article 35, à la lumière de la preuve prima facie qui vous est déposée aujourd'hui, de pouvoir affirmer réellement qu'il y a une apparence de droit d'un droit de pêche exclusif de la part de la demanderesse. Bien évidemment, c'est à la lumière de l'article 109 de la Constitution. Et là, je veux bien comprendre ce que vous me dites. Vous me dites, lorsqu'on fait une analyse du droit, lorsqu'on parle de droit, on parle de droit, tout titre en droit civil est grévé des droits ancestraux. Donc, il n'y a pas comme tel de titre en droit civil tout à fait autonome et indépendant. S'il y a des droits ancestraux pas loin, le titre du droit civil est grévé des droits ancestraux, d'où la réconciliation et la conciliation. Mais moi, j'allais plus loin que ça. Mais là, je comprends que vous me plaidez ça pour l'apparence de droit. Et la balance des inconvénients. Et non pas comme étant une attitude que vos clients adopteraient. Pas du tout. Okay. Ce n'est pas une attitude et les déclarations sous serment que nous avons au dossier létal. L'attitude que nos clients ont toujours adoptée, c'est une cohabitation harmonieuse. Et on y reviendra, mais la mobilisation qu'il y a eu le 14 juin dernier, il y en a eu également une en 2017. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. C'est tout simplement une mobilisation pour réitérer les droits que nous avons. Et effectivement, ce qui a perturbé aujourd'hui cette situation de cohabitation harmonieuse qui a toujours été là, c'est vraiment la présence de Garda, mais ce n'est pas l'attitude que mes clients adoptent. Je vous le plaide sous le volet juridique et c'est vraiment, encore Terre-Neuve-Labrador, ça avait été déjà dit dans le passé, mais ça a été réitéré à notre onglet 5, le paragraphe 35, sur le fait que les droits sont grevés. Et je me vais lire parce que c'est très important. C'est marqué au paragraphe, la souveraineté a conféré à la couronne un titre sous-jacent sur l'ensemble du territoire des provinces. Mais le contenu de ce titre a toujours été grevé des droits préexistants des peuples autochtones qui sont antérieurs à ceux des provinces. Donc, on réfère bien évidemment à 109 de la loi constitutionnelle de 1867. Puis, justement, si après ça, on a cédé, on a vendu, bien, comme vous le savez, un titre qui est grevé, malheureusement, pour la personne qui acquiert, ou heureusement, peu importe, ça demeure grevé. Donc, c'est impossible de conclure qu'effectivement, il y a un droit exclusif au niveau de l'apparence de droit de la partie demanderesse. Je vais vous préciser pourquoi je posais la question, parce que je trouve qu'en droit, c'est très intéressant, très intéressant en droit. Mais ce que j'ai à régler, moi, c'est un petit problème pratique. Mais pas un petit problème. Je ne mets pas le mot petit dans le sens que le problème. J'ai à régler face à l'ensemble de cette grande problématique-là, un problème bien pratique. Bien pratique. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, mais c'est juste que vous comprenez que nos clients, étant conscients de ça, c'est comme si la partie demanderesse adopte une position totalement fermée qui provoque après ça des tensions. Mais nos clients, ce n'est pas la position, bien que cette position-là juridique existe, ce qu'ils ont adopté. Puis j'y reviens vraiment dans les déclarations sous serment. Ça marche. Donc, je vous amène vraiment aux critères en soi, après avoir fait encore cette introduction. Donc, bien évidemment, au stade provisoire, simplement pour rappeler qu'à notre onglet 10, les critères doivent quand même être appliqués très strictement. Donc, on doit vraiment savoir s'il y a une urgence 911, si on est vraiment dans une urgence très importante. Je vous invite à regarder l'urgence selon deux volets principaux. La première, c'est comment affirmer réellement qu'il y a une urgence de revendiquer un droit exclusif pour exclure totalement les défendeurs, alors qu'historiquement, on a toujours fait on a vraiment préconisé une cohabitation harmonieuse dans le temps. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est urgent si, au contraire, le passé nous indique clairement qu'effectivement, il y avait cette cohabitation-là.
Ensuite, comme Maître Bertrand vous le dit, brièvement, mais moi, je vais vous dire un peu plus en détail tout de suite. L'autre volet que je vous invite à regarder, c'est au niveau de l'urgence, on doit normalement déposer notre injonction immédiatement lorsqu'on voit une crainte et tout ça. Ici, on a indiqué dans notre procédure introductive d'instance que c'était le 1er juin et que dès le 1er juin, dès l'ouverture de la pêche au paragraphe 21 et 23 de la demande introductive d'instance, ces gestes-là qu'on cherche à empêcher aujourd'hui auraient débuté. Donc, ayant tardé aussi longtemps à déposer une injonction provisoire, à ce moment-là, on a été négligent, ce qui fait tomber le critère de l'urgence selon la jurisprudence. Si je reviens sur l'occupation historique, la cohabitation harmonieuse, en fait, la cohabitation harmonieuse, mais vraiment quand même parsemée de tensions. Hein. C'est normal. Donc ça, vous avez vraiment plus ça à partir du paragraphe 37 et suivant de notre plan d'argumentation. Et vous avez également comment la guerre de semonce s'est produite à l'époque, c'est-à-dire justement comment, à un certain moment, on a privatisé la gestion des rivières, le monopole de la pêche, et ensuite de ça, comment on a repris tout ça. Je tiens à dire que à travers le temps, toujours, les droits de pêche ont été revendiqués par la partie défenderesse. Et vous avez notamment à la pièce D12 une pétition justement qui voulait faire valoir nos droits de pêche sur la Mistachipou, qui avait été déposée en 18 quelque chose, je ne me souviens plus de la date exacte, je m'en excuse, mais c'est vraiment une pièce D12 en 1858. Puis, bien évidemment, là, le chef, dans sa déclaration sous serment, au paragraphe 38 et suivant, détaille que justement, ça concernait réellement sa communauté. En 1858? Oui. Avant la Constitution. Oui, exactement. Avant la Constitution, on disait déjà qu'on avait des droits. Mais ça vous montre dans le temps à quel point, justement, on est cohérent. On vous explique également que, toujours dans les tensions historiques qui font en sorte qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est nouveau aujourd'hui, là. Vous savez, à nos paragraphes 46 et suivants, dans le cadre de toute cette guerre au saumon, vraiment des ancêtres, là, des défendeurs qui pêchaient, qui ont fait l'objet de coups de feu. Ça a brassé plus qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on s'en rend compte, là. Mais tout ça pour dire que c'était présent. Vous avez d'ailleurs la déclaration sous serment de M. Jourdain, Raymond Jourdain, plus la pièce D22 qui témoigne également de ces séquelles du passé, de ces tensions qui étaient toujours présentes. Mais oui, les coups de feu étaient à l'égard des Inuits à l'époque. Maître Bertrand me demande de préciser, mais oui, ce n'était pas l'inverse, les Inuits. Donc, au niveau des tensions qui étaient déjà présentes, parce qu'on semble faire grand état du 14 juin comme un événement, justement, qui est justifié pour appuyer notre demande d'injonction aujourd'hui, je l'ai dit brièvement, mais il y a eu un rassemblement en 2017. C'est détaillé dans la déclaration sous serment du chef au paragraphe 12 et suivant. Donc, on avait fait justement une mobilisation après avoir appris que supposément la demanderesse justement était propriétaire. Donc, c'est là qu'on avait spécifiquement des discussions qu'il y avait eues là, avec le gouvernement pour conclure des ententes pour la Mistachipou. On avait appris justement que supposément la demanderesse était propriétaire. À ce moment-là, ça avait apporté cette mobilisation pacifique. Après ça, en 2018, on a toujours continué un peu. On a à D15 déposé la déclaration de souveraineté par rapport à ça. Donc, voilà, tout ça pour vous illustrer, là, sans revenir en détail sur ces aspects-là, qu'il y a effectivement eu à travers le temps des tensions et que ce n'est pas nouveau quand on évoque, par exemple, le 14 juin dernier, la grosse mobilisation supposément qui ne serait pas nécessairement pacifique et tout ça. C'est des éléments dans le passé qui étaient déjà présents. À notre onglet 11, le paragraphe 19, c'est l'autorité qui supporte justement que quand on est négligent dans le temps,
on ne peut plus bénéficier de ce critère d'urgence. Donc, comme je vous le disais, non seulement les tensions historiques font échec à l'urgence, mais également le fait que depuis le 1er juin, dès l'ouverture de la pêche, on pourrait avoir pris une telle demande et qu'on a négligé de le faire, on perd tout simplement le bénéfice de l'urgence. Et si l'urgence tombe, comme c'est un critère essentiel et que les critères sont cumulatifs, la demande d'injonction tombe également. Je tombe au niveau de l'apparence du droit et ça me semble être un élément qui est excessivement important, de revenir sur l'objectif fondamental d'une demande d'injonction provisoire. L'objectif fondamental, et nous avons 2 onglets pour le supporter, notre onglet 12 et notre onglet 18 qui sont des arrêts de la Cour d'appel, c'est de maintenir le statu quo. Donc, quel est le statu quo ici? Ce n'est certainement pas d'obtenir un retrait, une proscription complète de l'utilisation de la Mastachipou aux Inuits parce que le dossier démontre qu'il y a toujours eu une cohabitation entre les Inuits sur la Mastachipou. Donc, le statu quo, ce n'est pas de transformer la situation jusqu'à la fin du litige, comme le veut la demanderesse, parce qu'elle, elle se dirait en paix. C'est de maintenir une cohabitation harmonieuse comme il y a eu depuis des dizaines, centaines d'années. C'est ça le statu quo. Si la demande d'injonction était remplie aujourd'hui, était accueillie, nécessairement, on viendrait rompre totalement un état de fait et de droit qui existe depuis des années. Il y a toujours eu une tolérance à l'égard des Inuits et ça m'amène à vous parler d'un événement qui a eu lieu en 2021. En 2021, il y a quelqu'un du Club Adam du Club Adams qui a utilisé les lieux, pas un Inuit, mais un Américain de mémoire ou un autochtone à tout le moins, ça je vous confirme, et qui a tenu des propos racistes à l'égard des défendeurs. Et à ce moment-là, la demanderesse est venue s'excuser auprès des défendeurs en réitérant en tout temps pertinent que depuis des millénaires, ils étaient présents sur la rivière et qu'ils s'excusaient de la situation. Donc, nous avons produit à des 17 un communiqué de presse public qui a été rendu de la part de la demanderesse. Et à l'époque, c'était l'honorable Jean Charest qui représentait la partie demanderesse, qui était négociateur pour la demanderesse. Donc, on a sa lettre d'excuse en copie conforme du courriel qui avait été envoyé. Lui-même avait affirmé aux défendeurs « Nous sommes d'accord pour dire que nous reconnaissons la présence millénaire des ancêtres des Inuits de Uashat, Mak, Maniatinam sur la rivière Mastachipou. » Donc, je vous le souligne parce que nécessairement, au niveau de l'apparence du droit, le statu quo, c'est de permettre cette tolérance-là qui a toujours eu lieu sur la rivière de la part de la partie demanderesse et pas le contraire. Là, vous touchez un point, encore une fois, vous touchez un point qui me préoccupait ce matin. Parce que moi, mon rôle, c'est d'accueillir une procédure ou de rejeter la procédure. J'accueille la demande en injonction interlocutoire provisoire ou je rejette la demande en injonction interlocutoire provisoire. Et je peux écrire des pages, puis des pages, puis des pages, puis arriver en bout de piste, j'accueille ou je rejette. Mais ma préoccupation que j'avais ce matin et que j'ai toujours en vous entendant plaider, je ne suis pas certain que si j'arrive d'un côté ou de l'autre, après avoir fait toute une grande analyse, je ne suis pas certain que ça aide les parties à évoluer vers une solution à terme de leurs différends actuellement. Comprenez-vous? Tout à fait. Puis messieurs, c'est pour ça que, puis ça, vous me le faites, ça me revient à l'esprit quand vous m'avez dit l'apparence de droit. Ne perdez pas de vue dans l'analyse de l'apparence de droit qu'on doit chercher aussi à maintenir un statu quo.
OK? Ce n'est pas une analyse en droit comme tel. Mais est-ce que le droit est tel qu'il démontre qu'on doit maintenir un statu quo? Et si on doit maintenir un statu quo, ici, le statu quo, c'était les relations harmonieuses qui existaient entre les deux communautés. Mais comment puis-je aider à maintenir ça si je rejette ou j'accueille une injonction valable pour 10 jours? Mais juste pour préciser un aspect, le statu quo, malheureusement, c'est pas juste le statu quo qui était existant, c'était une tolérance. Actuellement, c'était une tolérance des demandeurs sur le terrain. Donc, je comprends que s'ensuit, on l'espère, une collaboration harmonieuse. Moi, je comprends tout ça, mais sauf que je comprends tout ça. En droit, c'est même très plaisant de discuter de ça en droit. Sauf que le matin, tu te lèves, tu ouvres la porte du camp de pêche où il arrive une chaloupe ou quelqu'un. Les gens sur le terrain n'ont pas ces grandes discussions-là qu'on a après-midi. Ben, à ce moment-là. Ça se passe pratiquement. Ça m'amène. Peut-être juste qu'on note un aspect parce que je ne vais pas perdre mon point. Arrêtez de vous en aller. Donc, juste vous amener tout de suite à ce moment-là, en vertu de la théorie des mains propres, et je sais qu'en matière d'injonction, ce n'est pas toujours ce qui fait du plaisir au juge, mais je me dois malheureusement dans ce dossier-ci de vous la plaider pour une raison précise. Ce qui a rompu cette collaboration harmonieuse-là dans le temps, c'est la présence de Garda cette année sur les lieux. Okay. Garda, c'est nouveau depuis le 1er juin et c'est vraiment ces derniers qui provoquent les pêcheurs et qui amènent cette absence de collaboration harmonieuse. La première chose, je vous invite à prendre connaissance de la dualité importante qui existe entre la manière dont les gardes de Garda écrivent leur rapport et la réalité telle qu'elle se produit. Nous avons produit dans nos déclarations sous serment la déclaration sous serment de M. Marcelin, c'est juste Marcelin Volant. Puis, l'événement qui se serait produit justement avec les agents de Garda lorsqu'ils ont tiré leur couteau. C'est drôle parce que lorsqu'on lit le rapport de Garda, c'est comme si M. Volant était excessivement menaçant, ça justifiait justement l'utilisation d'un couteau, etc. Quand vous prenez connaissance, monsieur le juge, de la pièce qui est déposée D21, qui est le vidéo de cet événement-là, qui a été pris par la femme de monsieur Volant, on constate qu'à des mètres et des mètres, les gardes se retrouvent et alors que monsieur fait juste pêcher, le garde sort comme ça, devant lui, son couteau pour commencer à l'intimider. Ce n'est pas notre pêcheur qui a fait quoi que ce soit, il était en train de pêcher, les gardes approchent et c'est sûr qu'après ça, le ton monte dans la mesure où on commence une provocation avec un couteau en laissant bien évidemment faire valoir qu'on risque de couper la ligne. Donc, c'est ce type de comportement qui rompt la communication harmonieuse et posez-vous toujours la question parce que en demande, ce n'est pas dans la preuve et j'aurais aimé que ça le soit. Quand on parle d'événements qui se sont produits avec les gardes, pourquoi à la base les gardes interviennent-ils auprès des pêcheurs uniquement parce qu'ils sont en train de pêcher, pas parce qu'ils font des éléments inadéquats, pas parce qu'ils sont en train d'aller voir les pêcheurs du club Adam puis qu'ils leur volent une fausse au saumon ou peu importe. Non, on vient tout simplement leur dire, vous n'avez pas de droit ici, allez-vous-en d'ici. Donc, c'est cette provocation qui amène la rupture et qui a mené justement à l'injonction. On a nous-mêmes créé cette injonction-là de la part de la partie demanderesse par nos gestes. Et quand on prend connaissance de leur pièce, si je ne me trompe pas, la pièce P29. C'est très particulier parce que ce sont leurs rapports à eux. Et dans ces rapports-là, quand on va à la toute fin, après l'événement,
on voit que les gardes se sont fait demander de retourner perturber les pêcheurs. Donc, on ne demande même pas aux gardes d'aller faire une ronde, voir tout si c'est harmonieux entre les pêcheurs, si nos pêcheurs peuvent réellement pêcher. Non, non, non. On leur dit, maître ou ME, Traffollet demande aux agents de retourner perturber les pêcheurs. Donc, vous avez ça à la pièce P29, produit par la partie demanderesse, après le supposé événement que ce serait produit, plus d'1 heure après les gestes, alors qu'il restait 5 embarcations, on donne l'instruction aux agents d'aller perturber les pêcheurs. Donc, c'est très révélateur de, justement, le statu quo, c'est de permettre aux Inuits de pêcher qui, en l'absence de telles provocations, vont respecter les utilisateurs privés comme ils l'ont toujours fait dans le passé. Oui, c'est ça. Permettez-vous, juste, M. le juge, en réponse précise à votre question, vous posez la question, oui, mais est-ce que mon jugement va changer quelque chose? C'est un petit peu ça que vous posiez comme question, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça va changer est-ce que ça va changer quelque chose? Puis aussi, est-ce que ça va envenimer les choses? Peu importe. Qu'est-ce que je décide? Est-ce que ça va envenimer les choses? La réponse que j'ai pour vous, c'est que en droit, vous le savez, vous avez, c'est discrétionnaire, le droit de l'agence. Je sais que vous avez un pouvoir discrétionnaire. Donc, si vous en venez, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est empêcher les parties d'en présenter et de faire leur représentation. Mais ce que vous pouvez faire, après avoir entendu les parties, vous pouvez dire, si vous avez en conclusion, mon jugement ne servirait pas l'intérêt, appelons ça public au sens large, mais vous avez le pouvoir de rejeter à ce moment-là l'injonction et de garder la situation telle qu'elle est. Ça, c'est ce que le droit nous enseigne en vertu de votre pouvoir discrétionnaire. Donc, je voulais juste préciser cette parenthèse. Puis, je suis toujours préoccupé pour essayer de voir comment les gens peuvent trouver une solution à la difficulté. Je suis toujours préoccupé par ça. D'ailleurs, pendant qu'on est en cours, j'en profite pour inviter si les gens de partie demanderesse. La porte est toujours ouverte. Le chef, le conseil, la porte est toujours ouverte. Donc, j'en profite justement pour lancer l'invitation dans les airs de la cour. Voilà. Puis, on a un nouveau chef qui vient d'être élu, M. le juge, au mois de mai dernier. Pardon? 25 mai. Oui, le 25 mai, qui est très proche de sa population. Et quand il a fait la mobilisation, quand il a appelé à la mobilisation, vous constaterez que dans l'appel à la mobilisation, elle se voulait purement et simplement pacifique. Vous avez dans sa déclaration du serment que lui-même est allé là-bas avec ses enfants, qu'il y avait plusieurs, justement, femmes-enfants qui étaient présents lors de la mobilisation. Avant de faire cette mobilisation-là, on a fait une prière pour les aînés. C'est tout dans sa déclaration du serment. Et ce qu'il nous dit, paragraphe 73 et suivant de sa déclaration, c'est qu'en tant que chef de la communauté, donc il représente autant la communauté qui est poursuivie que lui-même comme défendeur, ce qu'il appelle auprès de sa population, c'est d'être pacifique, justement, sur la Mississippi. Donc, on a la certitude du côté des défendeurs que si vous rejetez l'injonction, la volonté des défendeurs, c'est de demeurer pacifique. Donc, juste vous dire qu'il y a un arrêt dont je n'ai pas parlé encore, mais qui me semble très important dans nos autorités, c'est l'arrêt Young contre Québec, procureur général, qui est à notre onglet 15. Et quand même, là, ce que justement cet arrêt-là est venu reconnaître, c'était à quel point, en fait, que les Autochtones ont le droit justement de pêcher à des fins de subsistance, même lorsqu'une partie pourrait justement prétendre un droit exclusif de pêche au sens du droit civil. Et plus important encore, on n'en a pas parlé, mais lorsqu'on veut porter atteinte à un droit, en fait à l'article 35, pardon, de la Constitution, on doit normalement remplir le test de l'arrêt Sparrow. OK?
Et sans revenir sur tous les critères de ce test-là de l'arrêt Sparrow, vous avez dans Young contre Québec l'analyse à l'effet que c'était une violation injustifiée que de leur interdire justement de pratiquer leur droit de pêche à des fins de subsistance, leur droit ancestral de pêche. Donc, dans ces circonstances-là, je vous le dis parce que ça me semble très important de comprendre au niveau de l'apparence de droit toujours comment ils ont une apparence d'être sur les lieux, puis également comment ils subiraient un préjudice immense au niveau de la balance des inconvénients si on leur enlevait ce droit-là. Au niveau de la cogestion de la rivière, justement, dans le temps pour étayer, juste au niveau de nos pièces, vous avez D10. D10, là, qui est un politologue, M. Thierry Rondon, qui a fait justement cette analyse-là de la cogestion à travers le temps sur la Mistachipou entre les allochtones et les autochtones. Donc, ça me semble être un outil très intéressant pour vous pour voir par la genèse de cette cogestion de rivière. Donc, au niveau du préjudice maintenant. Quel est le réel préjudice actuellement de la demanderesse? Dans notre plan d'argumentation, on vous soumet justement l'état du droit à l'effet qu'on doit avoir des preuves d'un risque très réel de préjudice sur justement, en fait, un risque très réel de préjudice pour pouvoir obtenir une injonction. Ça m'amène à vous parler du risque qui est mis de l'avant de la part de la demanderesse. On l'a vu en ce qui a trait à M. Pinette, là, on évacue tout ce qui est Guillaume Pinette, considérant qu'il n'est pas membre de la communauté. Donc, sur quoi reposent leurs preuves? Posez-vous la question vraiment de leur risque. Et vous constaterez que c'est très vague et général. D'abord et avant tout, lorsqu'on fait des allégations de préjudice, comme par exemple la perte de clientèle ou quoi que ce soit, on n'a aucun nom, on n'a aucun moment. On n'a aucun temps non plus durant lequel il y aurait eu une réservation. Donc, est-ce que les gens allaient être sur la rivière pendant 10 jours, pendant une journée ou peu importe. Donc, on est tout le temps dans des grosses allégations qui sont vagues et générales. Et ça ne respecte pas, Monsieur le juge, la jurisprudence. Également, pour supporter notre risque de préjudice, la majorité des allégations se fondent sur du oui-dire. Donc, on a quelqu'un qui va parler que quelqu'un lui rapporterait avoir été volé. Que quelqu'un lui aurait rapporté qu'il se serait produit telle menace, telle insulte. Donc, on est vraiment dans une preuve qui n'est clairement pas convaincante à ce stade-ci pour étayer un risque réel. Et j'ai même, je dois vous le dire, probablement parce que je suis très sensibilisée aux enjeux autochtones, j'ai été excessivement choquée de lire les déclarations du serment et même la demande introductive d'instance et de voir les inférences qu'on demande au tribunal de tirer. Par exemple, on va demander à la Cour de tirer la conclusion que parce qu'il y a eu un gazebo en feu et qu'il y avait supposément un autochtone qu'on ne sait même pas de quelle communauté qui était proche, on devrait supporter notre risque de préjudice à l'effet qu'il pourrait y avoir un feu à nouveau qui se produise. Ça, c'est rentrer dans les préjugés qui n'ont certainement plus sa place en 2025. C'est le rôle du tribunal de mettre un frein à ces préjugés qui sont totalement inappropriés. Vous constaterez également que dans la demande introductive d'instance, alors que la preuve démontre que la mobilisation s'est faite de manière pacifique, on utilise le terme invasion comme si, justement, les membres de la communauté avaient été destructeurs, agressifs, etc. Ces termes-là, ces insinuations-là relèvent de préjugés qui n'ont certainement pas leur place en 2025 et qui n'étayent certainement pas l'exigence requise pour prouver un préjudice au stade d'une injonction interlocutoire. Provisoire.
Interlocutoire provisoire, vous avez raison. Provisoire. Je m'en excuse, monsieur le juge, vous avez totalement raison. Donc, le communiqué de presse dans lequel, justement, pour la mobilisation, on détaillait, là, on invitait nos membres à être pacifiques, c'est la pièce P35 où on le voit directement. Je tenais à vous le mentionner. Également, bien que parfois, effectivement, il y a comme une dualité là, au niveau de la jurisprudence, à savoir quand un préjudice est quantifiable, est-ce qu'il est réellement sérieux ou pas. Ce qu'on vous soumet aujourd'hui, c'est que quand un préjudice est quantifiable, il tend moins à être sérieux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas sérieux, mais ici, ce qu'on allègue principalement, c'est une perte de clientèle ou une perte d'occupation, ce qui pourrait ultimement être quantifiable. Donc, on vous soumet que ce n'est pas un préjudice qui est sérieux. Et par rapport, justement, je vous l'ai dit, par rapport à la perte de clientèle, là, c'est vague et imprécis, mais également par rapport à la perte, en fait, par rapport aux démissions qu'il y aurait eu. On n'a pas le nombre exact de démissions qui auraient été reliées spécifiquement. Est-ce qu'on fait référence à un événement précis? On n'a aucun nom d'employé. On ne sait pas ce que ces employés faisaient, quelle était la durée de leur contrat, tout ça. Donc, on demeure très vague et général pour un préjudice qui se doit d'être beaucoup plus étoffé. Au niveau de la balance des inconvénients, maintenant, je suis à mon paragraphe 148 et suivant de mon plan d'argumentation. Et il y a certains éléments qui méritent vraiment d'être mis de l'avant. Donc, on vous a cité du droit à l'effet qu'au niveau justement de la balance des inconvénients, autant qu'on doit en tenir compte au niveau de la balance du droit, on doit tenter de concilier justement l'impact que ça aurait sur les droits constitutionnels des individus de la collectivité en l'espèce, ainsi que les droits privés. Donc, de regarder est-ce que le préjudice aux droits constitutionnels est plus grand, etc. La réponse, c'est qu'on vous soumet qu'ici, on met en balance des droits constitutionnels qui ont un caractère d'intérêt public indéniable versus des intérêts purement privés de quelques individus. On n'a même pas au dossier combien de membres privés utiliseraient le club à danse par été, tout ça. Mais par contre, on cherche vraiment à nier complètement les droits constitutionnalisés. Tout à l'heure, j'ai pris le temps de vous décrire qu'est-ce que c'était la Mistachipou pour les défendeurs. Donc, concrètement, si vous deviez aujourd'hui accueillir l'injonction provisoire, ça impliquerait rien de moins que de nier l'identité des Inuits de Uashat Maliotenam. Rien de moins, monsieur le juge. Ce serait d'entraver leur culture, leur tradition. Plus concrètement, par exemple, vous avez des exemples dans la déclaration sous serment du chef. Le paragraphe 19 et suivant. Il explique vraiment dans sa déclaration sous serment l'importance du portage au sein de la communauté. Donc, comment ça a justement été transmis de génération en génération, comment sa propre mère lui a fait part du portage et de l'importance du portage. Et d'accueillir l'injonction aujourd'hui, c'est de priver les Inuits de cette transmission de savoir, de cette transmission d'identité, de cette transmission de connaissances sur l'importance de leur environnement et bien plus encore. Vous avez également dans la déclaration sous serment de M. André Michel, par exemple, le paragraphe 10, c'est également un sentier qui permet, donc quand je vous parlais tout à l'heure des voies terrestres qui sont aussi importantes, il y a des sentiers qui permettent d'être utilisés pour éviter des chutes. Donc, c'est aussi un endroit pour leur permettre d'être plus sécuritaires. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, la Cour a reconnu au niveau de la balance des inconvénients que enlever le droit de pêche ancestral alors qu'il y a des droits exclusifs, ça constitue quand même une atteinte qui est injustifiée à l'égard de l'arrêt Sparrow. Puis, vous avez ça dans le paragraphe 158 du plan d'argumentation. Donc, je vous le soumets tout simplement.
à l'heure, je vous ai indiqué que justement les fosses au saumon, on avait une préoccupation justement normalement de ne pas utiliser celles qui étaient utilisées par les Américains et tout ça. Donc, dans cette optique de collaboration harmonieuse, je voudrais faire plus particulièrement la déclaration du serment de Marcelin Volant, le paragraphe 17, où c'est détaillé. On va également, au niveau des défendeurs, cibler les heures d'ouverture pour justement y aller dans des heures où ils sont moins présents. Vous avez ça, par exemple, paragraphe 19. Je porte à votre attention également pour supporter le fait que la mobilisation s'est faite de manière pacifique et tout ça quand même sur les photos de P36, P37, on voit la présence d'enfants, de femmes, d'aînés, etc. Au niveau de la demanderesse, juste quelques mots parce que là, j'en suis plus à répliquer certains faits qui ont été dit dans la plaidoirie. On fait grand état de la SQ, que la SQ ne pourrait pas intervenir, tout ça. Je vous soumets, monsieur le juge, que les policiers ont des obligations légales si effectivement ils voient qu'il y a, par exemple, une infraction criminelle qui serait commise, ils interviendraient. Donc, tout ça, c'est du oui-dire qui a été rapporté dans les déclarations, mais on n'a effectivement aucune plainte officielle de déposer, aucune preuve à cet égard-là. On n'a également aucune preuve d'infraction criminelle déposée et poursuivie. La seule preuve que nous avons, c'est à l'effet qu'effectivement, dans nos déclarations sous serment, une fois, il y a eu une infraction qui a été reprochée et finalement, justement, le DPCP n'est pas allé de l'avant avec l'infraction reprochée, fort probablement en vertu là, des droits ancestraux qui pouvaient être invoqués, mais on sait justement que dans le cas contraire, ça l'a tombé. Donc, on n'a vraiment aucune preuve, à part du oui-dire, qui supporterait la commission d'actes illégaux, comme c'est mentionné de la part de la partie demanderesse. Et encore là, traiter les défendeurs de criminels parce qu'on fait valoir nos droits ancestraux, comme on le fait du côté de la demanderesse, c'est inacceptable et ça relève de préjugés, monsieur le juge. Du côté de la demanderesse, on a dit également qu'il n'y avait pas de préjudice qui serait subi de la part des défendeurs parce qu'ils ont accès à deux autres pourvoiries. Comprenez-nous bien que pour se rendre à ces pourvoiries-là, si on n'a pas l'accès, il faut se rendre par hélicoptère, ce qui est des coûts faramineux, là. Donc, c'est très, très, très important d'en tenir compte. Le dernier aspect qui est dans notre plan d'argumentation et que je veux quand même prendre le temps de regarder avec vous, on a un arrêt de la Cour d'appel pour le soutenir. Si je ne me trompe pas, c'est notre dernier onglet Picard contre Johnson 22 qui parle de l'importance, justement, de préciser ses conclusions pour éviter que ça soit sujet à interprétation et que ça ne soit pas trop large et général. Ce qu'on vous soumet, c'est qu'il y a plusieurs éléments excessivement problématiques dans cette ordonnance. D'abord, comme j'ai mentionné en début de plaidoirie, c'est une portée qui est excessivement déraisonnable. On cherche à imputer, en fait, à déposer une injonction à l'égard de 5000 personnes. Pourtant, dans les rapports de garde d'œil, tout ça, on semble cibler des personnes particulières. On aurait pu déposer une injonction à l'égard de personnes particulières, mais là, de demander sous la base de supposée infraction ciblée, une injonction à l'égard de 5000 personnes, c'est large et déraisonnable, monsieur le juge. Sinon, quand on regarde vraiment les conclusions qui sont demandées, comme par exemple d'empêcher de nuire et d'entraver de quelque façon que ce soit aux activités normales et légitimes de la demanderesse, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par nuire? Qu'est-ce qu'on entend par entraver? Qu'est-ce qu'on entend par quelque façon que ce soit? Qu'est-ce qu'on entend par des activités normales exactement? Qu'est-ce qu'on entend par des activités légitimes? Ce sont tellement de termes utilisés qui sont sujets à interprétation, monsieur le juge, que ça ouvre la porte à une hyper-judiciarisation après pour dire on n'a pas respecté, on n'a pas fait ci. On vous demande après ça de permettre
justement aux autorités d'intervenir à l'égard de la manière qu'ils le voudraient bien. Donc, en ce moment-là, justement, de quelle manière peuvent-ils intervenir, en vertu de quoi exactement? Toutes ces questions se posent. Toutes ces questions sont sujets à débordement. Et encore une fois, à l'égard de 5000 personnes. Après ça, on vous demande d'empêcher, d'ordonner ou d'inciter, de consulter ou de recommander de toute manière quelconque, directement ou indirectement, à toute personne de commettre les actes nommés avant, comme par exemple d'aller naviguer, tout ça. Est-ce que, par exemple, une conversation privée entre deux individus pourrait rentrer là-dedans? Est-ce qu'on parle d'une publication Facebook? Donc, c'est tellement de mots dans les conclusions qui sont sujets à interprétation, c'est tellement large et général qu'on ouvre la porte à vraiment des débordements. Et ça m'amène un commentaire à l'effet que les conclusions qui sont demandées là, Monsieur le juge, ce sont des conclusions relatives à un 810 au niveau criminel. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui un peu, c'est de jouer ce rôle-là de juge au criminel quand on peut réellement constater la présence d'une infraction criminelle. Donc, on a choisi, plutôt que réellement s'adresser à un véhicule procédural qui est approprié, de contourner le système pour après ça se retourner en droit civil et tenter d'appliquer à 5000 personnes une restriction de liberté qui est plus qu'importante quand on parle de violation de droits fondamentaux. Bertrand, est-ce que vous avez... Si vous n'avez pas d'autres questions, Monsieur le juge, ça ferait le tour de ma plaidoirie. Merci beaucoup, Maître Fitch. Merci, Monsieur le juge, de votre écoute. Je sais que ce n'est pas un dossier facile. Bon, Maître Hassel. Oui, est-ce que vous me permettez une brève réplique, Monsieur le juge? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le juge? Très bien. Bon. Alors, est-ce que vous me permettez une brève réplique? Oui, mais vous avez entendu mes préoccupations également. Oui. J'aimerais ça que vous m'en parliez également. Oui, je vais vous le dire, vous allez le voir assez rapidement, Monsieur le juge. Écoutez, par la représentation de Maître Droldet, elle vous demande de ne pas intervenir et de rejeter l'injonction provisoire. Agir de cette façon-là permettrait la continuité et l'escalade de la situation et des événements. Et ce n'est pas ça qui est souhaité compte tenu de l'ensemble de la preuve que vous avez devant vous, autant les déclarations sous serment de la demanderesse ou des agents de Garda, ainsi que l'ensemble des pièces qui ont été produites sur la cote P1 à P23. En ce qui concerne les droits ancestraux, à notre interprétation, il s'agit de négociations qui doivent avoir lieu avec le gouvernement du Québec et du Canada, dont la demanderesse, dans le présent dossier, est une tierce partie. À cet effet, Maître Bertrand a pris soin de préciser que ce sont les gouvernements qui n'ont pas respecté leurs engagements auprès des défendeurs. En date d'aujourd'hui, notre cliente est propriétaire exclusive des lieux et des droits de pêche et faisant en sorte que tout titre ou, comme mentionnait Maître Drolet, qui doivent être grevés, fait en sorte qu'ils ne doivent pas trouver application dans le dossier, parce qu'oubliez pas qu'on est au stade interlocutoire et en droit civil, le droit de propriété est parti. Sinon, ce serait un titre de propriété précaire, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier. La tension est élevée, Monsieur le juge, et le tribunal se doit d'intervenir au stade provisoire afin d'éviter une escalade de la situation. Et le seul remède à ce stade-ci est l'injonction provisoire, qui est un remède civil permettant de remédier à la situation et de permettre à la demanderesse de jouir de son droit de propriété en vertu de l'article 947 du Code civil du Québec. Il ne faut pas l'oublier, cet élément-là. L'article 947. Contrairement aux allégations de notre collègue, nous ne sommes pas au stade de la créativité juridique en lien avec les droits ancestraux invoqués. Et à cet effet, la créativité juridique a seulement lieu d'être dans le cadre d'un recours en reconnaissance de droits ancestraux contre les gouvernements et non dans le cadre de l'injonction, comme dans le présent cas. En conséquence, le tribunal doit plutôt consacrer son analyse sur les critères clairs
en lien avec l'injonction provisoire, Monsieur le juge. N'oubliez pas, lorsque mon collègue parle de l'urgence 911, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs appels à l'SQ, il y a un poste de commandement, il y a des preuves claires au niveau de la déclaration sous serment et des déclarations demande introductive d'instance à l'effet qu'il y a eu des voies de fait, du hameçonnage, l'entrée par effraction, des menaces et également certains vols. Regardez la déclaration, paragraphe 33 du directeur général dans sa déclaration sous serment qui mentionne de plus, certains membres de la communauté ITUM sont introduits sans droit ni autorisation dans la cuisine du camp et les hébergements des membres, employés et invités de la demanderesse, notamment dans le but d'y voler de la nourriture et des poissons alcoolisés. Alors, ce n'est pas juste l'élément de M. Pinette qui a été produit comme document Facebook. Loin de là, nous sommes vraiment dans un cas d'urgence 911. Et au niveau de l'apparence de droit, M. le juge, là, le fardeau de la preuve, là, c'est à la demanderesse. Et en droit civil, ce sont les titres qui confirment la propriété, ce qui a été démontré par les pièces P2, P8, P9, P10 et P11. Et en conséquence, notre fardeau est rempli et est atteint. Concernant le préjudice invoqué par Maître Bertrand mentionnait qu'on empêche l'accès à la rivière. On n'empêche pas l'accès à la rivière. Ils ont accès à 2 pourvoiries leur appartenant à proximité avec droit de pêche. Il ne faut pas oublier que les défendeurs, dans le présent, bénéficient de 100 km versus 14 km, incluant la Winthrop, où les Inuits peuvent y pêcher avec autorisation de l'association mise en cause. Alors, Monsieur le juge, à cet effet, il est faux de prétendre, comme le mentionnait Maître Bertrand, que la balance des inconvénients penche en faveur des 4000 Inuits, considérant la possibilité pour eux de pêcher sous plus de 100 km sur 2 pourvoiries versus à peine 14 km incluant le secteur Winthrop où les Inuits peuvent pêcher. Alors, la balance des inconvénients là, de la demanderesse, il ne faut pas oublier également que nous, en plus de tous les éléments qu'on a mentionnés de perte de clientèle, d'annulation, il y a eu des pertes d'emploi, il y a des craintes de sécurité, beaucoup plus que la simple perte monétaire de clients évoquée par mes collègues. Également, Monsieur le juge, et là, je pense que le tribunal voulait m'entendre sur cet élément-là, en aucun cas, la demanderesse ne veut empêcher les défendeurs de circuler sur la rivière Moisy ou d'utiliser, comme le mentionnait Maître Bertrand, leur autoroute. Malgré que la demanderesse est propriétaire exclusive du lit de la rivière, au contraire, regardons nos conclusions. Nos conclusions, Monsieur le juge, dans le présent dossier, c'est ce qu'on demande, c'est de ne pas pénétrer ou d'utiliser les propriétés de la demanderesse vise les propriétés terrestres et non le lit de la rivière. Quant au lit de la rivière, Monsieur le juge, regardez nos conclusions là. Il ne vise pas de les empêcher de circuler, mais plutôt de s'y ancrer, de s'y accoster et d'y pêcher. Alors, à cet élément-là, il est très important parce que je voyais le questionnement du tribunal et par nos conclusions, on y répond. Alors, quant au lit de la rivière, nos conclusions ne visent pas de les empêcher de circuler, mais plutôt de s'y ancrer, de s'y accoster et d'y pêcher. Quant au chemin du portage, Monsieur le juge, ce qui n'est pas le cœur du litige dans le présent dossier, si le tribunal le juge nécessaire, l'accès au chemin du portage pourrait être permis à la défendresse et ses membres. Et je vous réitère que ce n'est pas le cœur du litige. On a parlé de M. Pinault au niveau à savoir est-ce qu'il était membre de la communauté. Il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas tout écarter concernant M. Pinault, parce qu'il faisait partie de la manifestation qui a été organisée, à laquelle les gens ont été incités ou invités par la communauté à se joindre, Monsieur le juge, à la manifestation. Autre élément, Monsieur le juge, on parle de savoir le délai pour prendre la procédure. Vous voyez, les événements ont débuté
au début juin, mais on peut voir qu'il y a eu une escalade. Il y a eu des mobilisations qui ont eu lieu, dont les événements du 14 juin. Et par la suite, les autres événements du 15 juin à ce jour, dont les événements du 22 et du 23 juin qui sont documentés, qui visaient le président et le directeur de la demanderesse, ou ce qu'on fonce avec lui, devant lui avec un bateau, et à la dernière minute, on change de direction. Alors, c'est des éléments que le tribunal doit prendre en considération et ne peut écarter. Concernant la présence de gardas, monsieur le juge, il y a toujours eu des gardiens sur la rivière. Et à cet effet, je vais vous référer à la déclaration sous serment de monsieur Rémy Traffelet au paragraphe 22, ainsi qu'à la déclaration de M. Dominique Bugeaud, qui est le directeur général, au paragraphe 20. Et également, regardez la déclaration sous serment qui a été rédigée et signée par M. Jourdain pour la partie défenderesse, au paragraphe 24 et 25. Il dit qu'il s'est fait arrêter il y a 3 ans par un gardien du club. Alors, c'est inexact, là, que ça vient de débuter avec garda d'aucune façon. Également, monsieur le juge, concernant, on a parlé du fameux couteau de pêche avec la pièce D1 qui est le vidéo. Regardez le vidéo au niveau du couteau concernant les membres de garda. Lorsqu'on écoute la vidéo, on ne voit pas qu'est-ce qui est dit par les agents de garda. Alors, il faut regarder plus précisément le rapport d'incident qui est la pièce P33 où ce que les agents disaient, on se fait moucher dessus. Alors, ils ont sorti le couteau pour pouvoir couper la ligne le cas échéant. Et finalement, concernant, monsieur le juge, la pièce P29. Lorsqu'on fait référence à ce que M. Traffelet aurait dit, demande aux agents de retourner perturber les pêcheurs, cet élément-là qui a été produit, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une manifestation, il y a eu la mobilisation du 14 juin, et en plus, c'est indiqué que plusieurs embarcations naviguent sur la rivière, s'ancrent et pêchent dans la fosse Aldrich. Alors, d'où les interventions dans le présent dossier. Ma collègue a également mentionné, écoutez, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'éléments ou quoi que ce soit. N'oubliez pas, monsieur le juge, qu'on est toujours au stade provisoire. Je tiens à vous mentionner, il y a des demandes d'accès à l'information qui ont été faites à la Sûreté du Québec pour pouvoir accès aux plaintes et à tous les documents. Alors, également, un autre élément dans la déclaration sous serment, je l'avais mentionné tout à l'heure au paragraphe 33 de la déclaration sous serment du directeur, M. Bugeaud, où ce que ma collègue semblait mentionner, dire, ouais, ben, on allègue des choses, ça semble être du loisir. Écoutez, il met précisément dans sa déclaration, de plus, certains des membres de la communauté Tume se sont introduits sans droit ni autorisation dans la cuisine du camp de pêche et les hébergements des membres employés invités de la demanderesse, notamment dans le but d'y voler de la nourriture ou des boissons alcoolisées. Alors, vous savez que lors de cet événement-là, dans les rencontres, M. Bugeaud était présent. Alors, c'est inexact de mentionner qu'il s'agit du oui-dire ou quoi que ce soit. Et finalement, dans nos conclusions, on a pris le soin de les détailler et selon nous, les conclusions ne peuvent pas être plus claires que telles que mentionnées. Alors, pour tous ces motifs, M. le juge, considérant la demande introductive d'instance, considérant les 5 déclarations sous serment, considérant les pièces P1 à P43, nous sommes d'avis et nous vous soumettons respectueusement que le tribunal doit accueillir la demande introductive d'instance en injonction au stade provisoire selon les conclusions stipulées. On vous soumet respectueusement le tout pour décision. Merci. Merci, Maître Hassel. Je vois que ça a été signifié au procureur général également. J'avais le rapport de signification. Avez-vous eu des nouvelles? Non. Quant à nous, on n'a rien reçu à ce jour. Monsieur le juge, je n'ai pas regardé mon courriel dans les dernières minutes, mais d'ici l'heure du dîner, on n'avait rien reçu. Bon. Écoutez,
je vais regarder ça. Je vais regarder ça, mais je veux peut-être vous dire, c'est que c'est comme si on m'invitait à regarder un dossier avec plusieurs détails, tous des petits détails, tous des petits détails pour m'amener à évaluer l'urgence, l'apparence de droit, la balance des inconvénients et le préjudice irréparable. Donc, on m'amène beaucoup de petits détails pour que je puisse décider sur la base de ces détails-là. Mais il me semble que le dossier, c'est plus large que tous les détails que l'on m'invite à considérer. Il me semble que le dossier a une portée un peu plus large et il me semble que le dossier ne se terminera pas avec une décision sur l'ensemble de ces petits détails que vous me demandez de trancher. Puis c'est ma job de faire. Je le dis, c'est ma job de faire ça. Mais je pense que je peux me permettre de vous dire quand même que je ne suis pas certain qu'on est sur la bonne voie. Je pense que la situation, il y a eu une vie harmonieuse. Il y a eu certains, au cours de laquelle on a soulevé certains petits problèmes. Dans tout couple, on fait du droit familial aussi. Donc, dans tout couple, même les couples qui subsistent, il y a toujours des petits accrochages un jour ou l'autre. Donc, c'est un couple dans lequel il y a eu une vie harmonieuse, c'est ce que je retiens, parsemé à l'occasion de petits accrochages. Est-ce que ma décision va aider les parties à réfléchir ensemble à la poursuite d'une vie harmonieuse, appelons ça de même, où ma décision va faire en sorte que les parties vont à ce moment-ci se braquer? C'est ça que j'ai comme préoccupation. Je veux mieux vous le dire parce que on ne fait pas du droit pour faire du droit, on fait du droit pour les gens. On fait du droit pour le monde. C'est ça. C'est ça que, en tout cas, je calcule que mon travail, c'est pas de faire du droit pour le plaisir de réfléchir à des concepts de droit, c'est d'appliquer des règles de droit eu égard aux faits qui sont prouvés, mais pour venir en aide aux personnes à trouver une solution. C'est ça. Donc, c'est ma préoccupation que j'avais ce matin et c'est toujours la préoccupation que j'ai aujourd'hui, que j'ai en finissant. Donc, je vais regarder ça. Je vais regarder ça sérieusement, mais je voulais vous faire part de ma préoccupation parce que, en vous faisant part de ma préoccupation, j'espère simplement que ça va vous inciter à garder un climat de relations harmonieuses pour trouver une solution à une difficulté que vous vivez. C'est simplement pour ça que je vous fais part de ma préoccupation. Une fois que je vous ai dit ça, je vais faire ma job de juge. Je vais regarder les faits, je vais regarder le droit, puis je vais décider. Mais je ne voulais pas vous laisser sans au moins, de part et d'autre, je ne voulais pas vous laisser sans vous dire que pour moi, ça m'apparaît un peu plus grand. Et c'est cette préoccupation-là que j'ai. Comment faire en sorte que dans une région, on conserve un climat, une vie harmonieuse pour tout le monde. C'est ça. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je me suis permis de vous faire part de ça parce que ça me préoccupe. Ça me préoccupe beaucoup toujours dans mes dossiers. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Délibéré. Merci, monsieur. Merci, monsieur le juge. Bonne journée. Des choses dans les pièces, dans les noms, peu importe que c'est un dossier, allez vite, n'hésitez surtout pas. Ça me fait plaisir de vous fournir les précisions. Alors, bonjour à tous. Nous allons quitter. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci. À la prochaine. Au revoir.